On est en direct. Ok, bienvenue, salut à tous. Il est l'heure, il est 14h GMT. Merci d'être avec nous. Installez-vous confortablement. Nous allons commencer dans quelques instants. Vous êtes déjà plusieurs à être en ligne. C'est parfait, c'est parfait. Bonjour, bonjour, bienvenue. Connectez-vous, installez-vous. Assurez-vous d'avoir une bouteille d'eau, un stylo et un bloc-notes. C'est tout ce qu'il vous faut. Et d'être dans un endroit calme où vous pourrez pendant 1 heure échanger, discuter, partager avec nous. Bienvenue, 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 salut, voilà. Nous sommes heureux de vous accueillir. Mon invité et moi, mon invité que je vous garde encore, que je garde encore au chaud ou au frais, bon, ça dépend. Oui, voilà, c'est sympa. Allez-y, dites-nous d'où est-ce que vous êtes connectés, ce serait bien de vous avoir. Ce serait bien de savoir d'où est-ce que vous nous suivez. Allez-y, écrivez. Il y a Awa Agathe qui est connectée depuis Ouagadougou. Donc, on a une femme intègre. Soukey depuis Dakar. Bonjour Soukey, c'est gentil d'être là. Bienvenue. Allez-y, dites-nous d'où est-ce que vous êtes connectés. Bon, Abdou Sissé de Dakar, bien sûr. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Salut à tous. Abdoulaye Dem depuis Teranga Gold, Sabodala. Oui, c'est un plaisir, mon cher Abdoulaye. Tu deviens fidèle de nos événements. Bonjour Binta. Oh, c'est génial ça, Binta du Fodem. Ok, parfait, super. Le webinaire est également retransmis sur Facebook. Donc, vous pouvez là-bas partager avec vos amis dans vos différentes pages, vos différents groupes pour permettre à plus de personnes d'être impactées. Il y a Richard qui est connecté, mon cher Richard, le champion. Richard, le grand assureur depuis le Burundi. Vinciane depuis le Rwanda. Cécile Lo, oui, Cécile depuis Dakar. Docteur Michel de la Guinée. Ah, mais c'est intéressant ça, Docteur Michel. Bienvenue. Donc la Guinée est là, le Sénégal, le Rwanda, le Burundi, le Burkina. C'est bien ça, on a une belle brochette. Bah, Kamal, tu es servi, hein, tu parles à toute l'Afrique. Madame Samb, ça c'est ma tata, hein, c'est ma tata préférée, Madame Samb. Ah, Docteur Pamela est là, depuis Dakar également. Ok, super, très bien, très bien. Zach de Mao. Ok, intéressant. Installez-vous confortablement. Hein. Ayez à côté une petite bouteille d'eau. Ayez un stylo. Ayez un bloc-notes. Et dans 2 minutes, ça va être le décollage. Je suis heureux de vous accueillir et je suis impatient d'entendre notre conférencier, notre invité sur le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Annick Kossere depuis Dakar, bonjour. Oh, c'est très intéressant ça de vous avoir. Merci, 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 c'est très gentil. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous. Ah ben oui, il fallait bien qu'il y ait les Ivoiriens dans l'effectif. On a donc Alida qui est connectée depuis Abidjan. Caroline depuis le Rwanda. Ok, très bien, intéressant. Ça, c'est super. On aura de belles expériences et de beaux partages aujourd'hui. Hein. Bon, comme d'habitude d'ailleurs. Bon, 3 minutes, 4 minutes de tolérance, ça suffit. Hein. On n'est pas censé être en retard. On ne va pas encourager les retardataires. On va y aller. Il faut qu'on apprenne à être à l'heure. Comme vous avez fait, il faut qu'il fasse comme ça d'habitude. Gloriose de Kigali. Et puis, il y a Villa depuis le Togo. Ben voilà, mes amis togolais sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est le Bénin? Kamal est béninois, moi je suis béninois, il n'y a aucun béninois. Kamal, qu'est-ce qui se passe? Ils sont où les béninois? Ah, je ne sais pas. Hein. Bon, allez, on va considérer qu'on est tous des Africains, c'est le plus important. Exactement.
Très bien. Bienvenue, bienvenue à tous. Je suis Gaius Chekossi, je suis coach et formateur certifié. C'est un plaisir pour moi de vous avoir et je suis honoré de partager une heure, une précieuse heure avec vous où nous allons pouvoir échanger, découvrir plus en détail par rapport à un thème sur cette base de webinaire. Vous savez, au cabinet Baraka Gates, nous avons cette conviction selon laquelle chaque personne a un potentiel énorme. Chaque personne est capable de choses extraordinaires. Et nous pensons qu'il est important de travailler à créer ce déclic-là et à emmener les gens à être conscients de leur potentialité, mais également à développer cela et à le mettre au service de l'humanité. Notre conviction, c'est que chaque personne est une étoile qui doit briller. C'est d'ailleurs pourquoi il y a le mot baraka. Chaque personne est une baraka. Chaque personne est un miracle. Chaque personne est censée bonifier le monde. Chaque personne est censée apporter plus. Chaque personne est censée apporter une réponse, rendre le monde meilleur avant de repartir. Et c'est pour cela que nous vous apportons des outils au travers de ces webinaires notamment que nous organisons. Et aujourd'hui, nous parlons de comment se débarrasser de ces chaînes mentales. Comment se débarrasser de ces chaînes mentales. Je sais, c'est un thème puissant, c'est un thème très fort et très évocateur. Et pour en parler, je reçois pour vous un ami, un frère désormais, Kamal Touré. Je le présente brièvement. Kamal Touré est ingénieur en informatique. Bon, encore un autre informaticien, vous me direz. Mais voilà, c'est comme ça. Il est ingénieur en informatique, diplômé de l'école supérieure polytechnique, donc l'ESP de Dakar. Après avoir commencé sa carrière comme administrateur système et réseau, il décide de rejoindre un projet de déploiement d'un ERP, de supply chain logistique, et il fera la même chose pendant 2 autres entreprises, ce qui le fera voyager aux 4 coins du monde. Curieux de nature et cherchant à toujours s'améliorer, Kamal découvre le développement personnel et la lecture rapide, qui deviennent rapidement une passion pour lui, ce qui le poussera à aller jusqu'en Chine pour participer au championnat du monde de lecture rapide en 2019. Et ce championnat qu'il remporte haut la main et devient ainsi le premier Africain à remporter ce championnat. J'ai donc pour vous le champion en titre du monde de lecture rapide qui nous fait l'honneur de sa présence. Aujourd'hui, Kamal Touré travaille dans le domaine de la cybersécurité. Il est également titulaire d'un MBA en management et sécurité des systèmes d'information et d'un executive certificate in cybersecurity de la prestigieuse Harvard Kennedy School, s'il vous plaît. Hein? Convaincu du génie africain, Kamal veut que la jeunesse africaine se débarrasse de ses chaînes mentales et rattrape son retard sur le reste du monde. Kamal, bonjour. Bonjour Gaius, bonjour à tous nos participants des 4 coins du monde, puisque l'Afrique déjà c'est une partie du monde. J'espère que tout le monde m'entend bien et je suis heureux et honoré de partager cette tribune avec toi, cher Gaius. Merci beaucoup, je t'entends très bien. S'il est possible que tu augmentes légèrement ton volume, c'est tant mieux. Sinon, moi, je t'entends et j'imagine que c'est le cas pour les participants également. C'est un honneur de t'avoir. Kamal Touré, tu es informaticien à la base. De nos échanges, j'ai compris que tu as eu un petit passage en termes de formateur, tu as été traducteur, tu as voyagé, tu as fait l'Asie, tu as fait l'Europe, tu as fait les États-Unis. Aujourd'hui, tu es champion du monde de lecture rapide. Mais je vais dire en quelques mots simples, qui est Kamal Touré? Alors, Kamal Touré est avant tout une personne curieuse de tout. Avant tout un Africain, comme je me l'ai défini. Tout à l'heure, tu avais dit que j'étais béninois, mais ça, c'est la moitié de la partie de mon histoire parce que l'autre moitié fait de moi un Sénégalais. Et donc, pour moi, je suis avant tout un Africain. Je suis africain avant tout. Je parle plusieurs langues africaines. Et j'ai la chance de pouvoir dire bonjour dans au moins une dizaine de langues africaines, aussi bien celles du sud, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Centre et de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, comme disait Kwame Nkrumah, je ne suis pas africain parce que l'Afrique, je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Excellent. Et donc, j'ai cette conviction d'être africain et aussi d'être un homme qui est curieux de tout et qui a plusieurs centres d'intérêt.
Et au fil de mes centres d'intérêt, j'essaye de développer une certaine expertise et curiosité. Et donc, ma définition, il est facile pour certains de se définir comme un informaticien, comme un sportif. Moi, ça dépend du centre d'intérêt du moment. Donc aujourd'hui, je me définirais comme une personne passionnée du développement personnel, du développement de l'Afrique et qui essaie de s'améliorer au quotidien. En plus de toutes les autres casquettes que tu as citées pendant la description que tu as faite de moi. Merci Kaba, c'est très modeste, c'est très gentil. Je retiens que tu es un Africain et passionné par cela. Pour moi, c'est le plus important et on se retrouve pleinement sur ces aspects-là et sur ce tableau. Kamal, au nombre de tes passions, tu tu as cette ambition de voir la jeunesse africaine se débarrasser de ces chaînes mentales. Quand je t'ai proposé ce webinaire, lorsque nous avons commencé par échanger, par discuter, tu as voulu que ce soit ça le thème de ce webinaire. Pourquoi est-ce que ce thème t'interpelle? Ce thème m'interpelle parce que au fil de mes voyages, de mes conversations avec plus précisément les Africains, je découvre que beaucoup d'Africains ont au fond d'eux des limites qu'ils se sont imposées et qu'on leur a imposées, mais qui ne sont pas de vraies limites. Et donc, beaucoup n'essayent pas de faire beaucoup de choses juste parce que ils se disent que c'est impossible ou parce qu'on leur avait dit qu'ils n'en avaient pas le droit. Et aujourd'hui, on ne peut pas vouloir le développement de l'Afrique sans vouloir que les Africains, justement, excellent. Et pour exceller, il faut arriver à se débarrasser de tout ce qu'on traîne derrière comme limitation. Pour donner un exemple simple, lorsque vous devez courir et que vous avez sur vous un sac à dos avec des briques, alors vous n'irez pas aussi vite que celui qui est en tenue de sport et qui ne porte rien sur son dos. Alors c'est ce sac à dos avec ces briques que nous voulons aider les Africains à déposer pour pouvoir aller à la même vitesse que les autres et pouvoir, comme je dis, rattraper le retard de l'Afrique. Et voilà. Belle illustration, très belle illustration avec cette image du sac à dos de ce coureur-là qui nous permet de mieux comprendre. Mais ce sac à dos-là, qu'est-ce qui le symbolise aujourd'hui? Qu'entends-tu par chaîne mentale? Quelles sont ces limitations auxquelles tu fais référence là? Alors, les limitations auxquelles je fais référence, c'est en général des convictions, c'est des idées qu'on a, dont on est conscient ou pas, mais qui sont ancrées au fin fond de nous-mêmes et qui nous empêchent lorsqu'on veut faire une action de ne même pas essayer, ces idées nous poussent à ne même pas essayer lorsqu'on veut faire une action. Un exemple que je peux donner, c'est l'exemple de l'éléphant. Je pense que tout le monde le connaît. On voit des éléphants énormes attachés à des piquets et on se dit, mais pourquoi ces éléphants n'essayent pas de recouvrir leur liberté? Pourquoi ils ne se débarrassent pas juste de ce piquet et ils vont gambader dans la nature? Parce que ces éléphants ont été conditionnés ainsi. Lorsqu'ils étaient éléphantaux tout petits, on les a attachés à un piquet dont ils ne pouvaient pas se défaire. À force d'essayer, à force de que ça ne marche pas, alors ils se sont dit que ils ne pourraient jamais briser leur chaîne. Alors en grandissant, ils ont eu la force de briser ces chaînes-là, mais le fait qu'on les a conditionnés parce qu'ils étaient quand ils étaient tout petits et donc plus fragiles, alors cela les a empêchés, lorsqu'ils ont atteint l'âge et la force de briser ces chaînes, de pouvoir briser ces chaînes. On a exactement le même processus chez les êtres humains. Lorsqu'on est enfant, on nous impose un certain nombre de règles qui finissent par devenir au fin fond d'entre nous des convictions. Et lorsqu'il faut dépasser ces règles, lorsqu'il faut dépasser ces idées que beaucoup de personnes ont mis en nous, on y reviendra. On n'y arrive pas, on n'essaye même pas parce qu'on est convaincu
avant même d'essayer qu'on n'y arrivera pas. C'est ça une chaîne mentale. C'est être convaincu qu'on n'y arrivera pas avant même d'avoir essayé. Et parfois, ces chaînes mentales sont tellement ancrées en nous que lorsque quelqu'un essaye de nous défaire de ces chaînes mentales, nous allons même combattre cette personne parce que nous sommes convaincus que c'est ce qu'il faut faire. Nous sommes convaincus que c'est ça la vérité, c'est ça, c'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Et on ne laisse même pas parfois aux gens la possibilité de nous aider. Je termine en disant également qu'il faut savoir que lorsqu'on est adulte, la plupart de nos décisions sont basées sur deux choses, sur nos convictions et sur nos émotions. Alors, les convictions que nous avons traînées pendant toute notre vie, depuis notre enfance, vont être la base sur laquelle nous allons prendre des décisions. Et les émotions du moment également vont renforcer ces convictions-là. Alors, on pense très souvent on prend des décisions sur des bases logiques, sur nos pensées conscientes. Ce n'est pas vrai. On prend des décisions sur nos pensées inconscientes. Et cela, les marketeurs, les vendeurs l'ont bien compris. Et tout le temps, ils essayent de justement jouer sur ces émotions-là pour nous faire prendre des décisions que nous pensons avoir prises, mais qui, au fond d'entre nous, ont été un peu manipulées. Voilà. Et donc, se libérer de ces chaînes mentales, c'est être conscient de tout cet environnement, toutes ces choses qui nous manipulent ou qui essayent de nous imposer des décisions et maintenant trouver la force et le courage de dire non et de prendre nos décisions en fonction de ce que nous voulons réellement devenir et de ce que nous voulons réellement accomplir. Très intéressant, c'est assez plaisant et je suis tout à fait d'accord avec toi. À l'attention des participants, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez comment cela se passe. Il y aura un moment où vous allez échanger avec Kamal. Vous pourrez poser vos questions. Si vous en avez déjà, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire. Il y a une partie pour les questions, hein, pour les questions-réponses. Donc, regardez dans la barre de tâches, il y a un endroit où vous pouvez spécifiquement poser les questions. Je les enregistre et au fur et à mesure, je vais les poser à mon cher Kamal dès qu'il aura fini le petit entretien que je vais avoir avec lui. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez déjà envoyer vos questions. Sur ce, je poursuis avec toi, Kamal. Ces chaînes mentales, est-ce que tout le monde en a? Est-ce que systématiquement, puisqu'on parle du cas de l'Afrique, est-ce que tous les Africains ont des chaînes mentales qui les lient et qui les limitent? Tous les êtres humains en ont. Peut-être que les Africains en ont plus que les autres, mais tous les êtres humains ont des chaînes mentales parce que tous les êtres humains ont des croyances. Il est impossible d'être un être humain et de ne pas avoir une croyance, de ne pas croire en quelque chose et de ne pas se faire une idée sur quelque chose. Maintenant, tout dépend de la façon dont ces croyances vont influencer nos prises de décision et de la façon dont on pourra euh, se débarrasser de ces croyances-là lorsqu'on voudra aller au-delà. Mais tout le monde a des chaînes mentales. Et je reviens sur la construction de ces chaînes mentales. Comment ces chaînes se sont créées? La première étape, c'est l'enfance. Et ça nous ramène à l'exemple de l'éléphant. C'est la période de notre vie où nous sommes le plus fragiles et où nous absorbons tout ce qu'on nous dit. Les grandes personnes sont des références pour nous, nos parents sont des références pour nous, nos professeurs sont des références pour nous. Et nous pensons, lorsque nous sommes enfants, que tout ce qu'on nous dit est vrai et nous absorbons cela. Et c'est la première et la plus fondamentale partie de la vie où ces chaînes mentales-là sont créées. Et il y a la première source, c'est les parents. Ensuite, c'est l'environnement, la télé, les dessins animés, les voisins. Ensuite, les éducateurs, les professeurs, les maîtres, ou un grand-père ou un oncle et tout. Et maintenant, au fur et à mesure qu'on grandit, on va consolider certaines de ces chaînes où on va arriver à se débarrasser d'autres. Et même en étant adulte, comme je le dis, notre environnement nous manipule au quotidien.
ceux qui veulent nous vendre quelque chose, ceux qui veulent nous faire accepter certaines décisions, ceux qui veulent qu'on adopte leur point de vue. Tout le monde essaye au quotidien de nous faire prendre des décisions en fonction de leur intérêt à eux. Et donc, c'est en ayant cet arsenal pour identifier justement les tentatives de manipulation ou les tentatives d'imposition de décision à notre esprit qu'on arrive justement à briser nos chaînes mentales et à aller plus loin. D'accord. Justement, allons-y. Voilà. Brisons tout et passons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Comment est-ce qu'on fait pour briser ces chaînes mentales? Puisque là, on se rend compte que quelque part, on a tous été conditionnés et qu'il y a des croyances qui vont conduire nos actions. Comment est-ce qu'on se libère D'accord. de ces chaînes mentales? Avant de s'en libérer, la première étape, c'est de les identifier. Il faut les identifier. Et avant de les identifier également, il faut faire un travail sur soi-même de retour à ce qu'on nous a dit. Je reviens encore à l'enfance, hein, et on va évoluer dessus, mais c'est tellement important. Je donne des exemples simples. Oui. Lorsque vous êtes un parent et que vous êtes fâché contre votre enfant, par exemple, si vous dites tout le temps des mots méchants, comme tu es bête, tu es un bon à rien, tu ne sers à rien, il faut savoir que vous êtes en train de construire la personnalité de votre enfant et que lorsqu'il sera plus grand dans la vie et qu'il fera face à des objectifs, à des difficultés, la première chose qui va lui revenir, ce sont les mots de ses parents. Tu n'es bon à rien, tu ne sers à rien. Et cet enfant, cet adulte aura plus de mal à faire face à des difficultés qu'un enfant à qui les parents que les parents ont plutôt encouragé et qui n'a pas reçu ce genre de critères ou de commentaires négatifs. Et également, avant d'aller plus loin, je veux préciser que toutes les chaînes mentales ne sont pas mauvaises. Il y a de très bonnes chaînes mentales, comme par exemple, si vos parents sont arrivés à vous inculquer le fait qu'il n'est pas bon de mentir, de voler, de tricher, qu'il faut respecter autrui et il faut ne pas nuire à autrui, ce sont de très bonnes chaînes mentales. Ne pas nuire à autrui, c'est une excellente chaîne mentale. C'est pour ça que je dis que tout le monde en a. Et elles ne sont pas tout à fait forcément négatives. Lorsque vous êtes porté par une action et que vous êtes freiné par une éducation qui vous a dit qu'il ne fallait pas faire du tort aux autres, c'est une excellente chaîne mentale que vos parents ont installé en vous. Donc, ça, c'est la façon dont ces chaînes mentales-là sont installées. Maintenant, comment les identifier avant même de les combattre? Je donne l'exemple il y a un formateur. Lorsqu'il vient dans sa salle, qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux gens d'identifier tout ce qui est rouge dans la salle. Ensuite, il demande aux participants de revenir, de lui citer les objets qu'ils ont vus qui sont rouges dans la salle. Et chacun s'essaye. Ensuite, il leur demande de lui citer les objets bleus ou les objets noirs ou verts d'une autre couleur. Et là, personne n'arrive parce qu'il les a conditionnés lorsqu'il leur demandait de rechercher des objets rouges à ne pas voir les objets bleus ou les objets noirs. Et c'est comme ça que fonctionnent justement les croyances limitantes. On nous conditionne à penser d'une façon. Si on nous conditionne à penser négativement, on aura du mal à voir du positif dans notre vie. Alors que si on nous conditionne à penser positivement, on aura du mal à voir du négatif dans notre vie. Et donc, pour identifier ces chaînes mentales, il faut avant tout observer son vocabulaire. Lorsque vous utilisez des termes tout le temps, comme tout le temps, toujours, jamais, je dois, je ne peux pas, c'est que quelque part, vous limitez vous-même. Donc, le premier exercice, c'est d'observer son vocabulaire et de voir comment on parle, comment on s'exprime. Et si on remarque que on a des propos assez péremptoires et assez limitatifs, c'est déjà un premier signal d'alerte. Euh, le second signal, c'est lorsqu'on veut faire quelque chose qu'on trouve difficile. Si on a une tendance à abandonner
ou bien à se trouver mille et une raisons de ne pas faire cela, c'est qu'on est également en face d'une chaîne mentale qui consiste en fait, qui est le résultat d'une conviction qu'on a mise en nous, c'est la peur de l'échec. Il ne faut pas échouer. Et donc, lorsqu'on ne veut pas échouer, on n'essaye même pas. Ça, c'est une autre façon d'identifier la chaîne mentale. Ensuite, lorsque on sait par pertinemment qu'on doit faire quelque chose, mais qu'on ne le fait pas, c'est qu'il y a au fond d'entre nous une croyance limitante qui nous empêche de faire cette chose-là. Si vous savez par exemple que vous devez faire du sport tous les jours, si vous savez par exemple que vous ne devez pas manger tel aliment, vous ne devez pas dire tel mot, ou quel autre exemple, je ne sais pas, mais que vous le faites quand même, il y a quelque chose au fond d'entre vous qui empêche ce que vous savez de façon raisonnable de d'avoir un effet sur vous. Et comme je vous l'ai dit, nos actions sont plus motivées par nos croyances internes que par nos croyances externes, par notre conscience. Je sais que je dois manger bien, je dois éviter le sucre. Pourtant, tous les jours, je mange des choses sucrées. C'est qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui me pousse à manger ces choses sucrées. Lorsque, ça, c'est également une façon de savoir qu'on a une chaîne mentale. Lorsqu'on répète tout le temps les mêmes erreurs, on fait tout le temps, on sait qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas faire et on est tout le temps en train de refaire cette même erreur-là. Et que également, on n'a pas brisé cette chaîne mentale-là qui nous pousse à faire cette erreur. Et également, lorsque on a tout le temps peur de la réaction des autres, on est tout le temps anxieux, comme par exemple la peur de parler en public. Je sais que tu fais, par exemple, tu aides les gens à prendre la parole en public. Et lorsqu'on a peur de parler en public, ou bien on se dit que les gens vont nous juger, les gens vont mal apprécier nos prestations, également, il y a une peur au fond d'entre nous qu'on n'arrive pas à vaincre. Donc, en gros, les chaînes mentales sont des peurs ancrées au fond d'entre nous qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et l'une des principales étapes pour se débarrasser d'elles, c'est les identifier. Et je viens de te donner quelques clés pour les identifier. D'accord, très bien. Donc, les chaînes mentales, ce qu'il faut comprendre, premier, c'est que tout le monde en a. Deuxième chose, les chaînes mentales ne sont pas que mauvaises. Il y a de bonnes chaînes mentales et il y a de chaînes mentales négatives. Alors, les chaînes mentales qui sont négatives, à ce moment-là, la première des choses pour s'en débarrasser, c'est d'abord de les identifier. Il faut les reconnaître, les identifier. Et là, tu viens de nous filer quelques astuces pour pouvoir mettre la main dessus et savoir que là, attention, il y a un problème. OK. Une fois que cela c'est fait, la suite. Une fois que cela est fait maintenant, il faut travailler sur ces chaînes mentales-là pour pouvoir s'en débarrasser. Le premier travail consiste à, si possible, remonter à la source. Remonter à la source de la chaîne mentale. Si par exemple, on bloque sur le passage à l'action, je vais prendre l'exemple de la parole en public parce que c'est ce qui me revient. Si on bloque sur le fait de pouvoir parler en public, de pouvoir s'exprimer devant les gens, si vous remontez à la source, vous vous rendrez compte que lorsque vous étiez enfant, il y a sûrement une fois où vous avez essayé de parler en public et qu'on vous a reprimandé devant tout le monde et que cela a peut-être créé un blocage en vous, ou bien que vous avez une peur du jugement du regard des autres, que qu'est-ce que les gens vont penser de ce que j'ai dit. Maintenant, si je m'arrête à cet exemple bien précis, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? L'un des, l'un des travaux qu'on peut faire sur soi, c'est euh, la première question à se poser, c'est est-ce que moi je passe tout mon temps à penser aux autres sur qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Est-ce que lorsque quelqu'un prend la parole en public, est-ce que je passe ma journée à penser à ce qu'il a dit, il l'a mal fait et tout? Vous vous rendrez compte que non, c'est sur le coup, peut-être vous aurez un jugement, mais après vous passez à autre chose parce que vous avez une vie. De la même façon, les autres aussi ont une vie. Donc, croyez-moi, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose que les autres vont passer leur vie à vous juger.
Ça, c'est la première chose qu'il faut se dire. Ensuite, il faut se demander, après, quelle est la pire chose qui peut arriver si je fais cette chose-là? Si par exemple, je crée mon entreprise, si par exemple, je décide de reprendre le sport, quelle est la pire chose qui peut arriver? Je vais faire des erreurs. Je vais peut-être me casser la figure. Prenons le cas de la création d'entreprise, ça ne va peut-être pas marcher, je vais perdre de l'argent. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez des risques calculés et vous faites ce que dit Mandela, c'est-à-dire je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Si vous atteignez votre objectif, vous aurez gagné, et même là, vous aurez appris. Et si vous ne l'atteignez pas, vous aurez appris de vos erreurs et vous donnez une chance de gagner à nouveau lorsque vous allez réessayer. J'aime bien les Anglais cette citation anglaise qui disent que fail, ça veut dire first learning, first attempt in learning. Oui, ce qui veut dire, l'échec veut dire, si on prend les lettres anglaises, la première tentative dans l'apprentissage. Et ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai que, mais nous, on nous a appris qu'il ne faut pas échouer. Euh, et lorsqu'on échoue, c'est la fin du monde. Mais très souvent, lorsqu'on échoue, ce n'est pas la fin du monde. Parfois, on grandit avec cette idée élitiste. Et lorsqu'un enfant n'a pas connu d'échec, ça, par exemple, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Lorsqu'on n'a pas connu d'échec pendant tout son cursus scolaire et qu'on est confronté à des échecs, soit à l'université ou en étant adulte, croyez-moi, on a beaucoup plus de mal à se relever d'un échec en étant adulte qu'à se relever d'un échec en étant enfant. Et ça, il faut arriver à dédramatiser les échecs, pas les encourager, mais les dédramatiser lorsque les enfants échouent. Et peut-être même leur apprendre à échouer pour qu'une fois adultes, ils puissent apprendre à rebondir, ce qui est quelque chose de très, très, très important. Et je vais terminer rapidement dessus en disant que parfois même dans certaines techniques de développement de logiciels, il y a ce qu'on appelle le fail fast. C'est-à-dire on essaye de faire le maximum d'erreurs, d'échouer le plus rapidement possible pour justement mettre ces erreurs de côté et pouvoir avancer. Donc, pour se défaire de ces techniques, de ces limitations mentales, il faut, comme je dis, d'abord se demander, se débarrasser du regard des autres en se disant que les autres ne pensent pas tout le temps à nous, vu que nous-mêmes, nous ne pensons pas tout le temps aux autres. Je ne vois pas pour quelle raison les autres penseraient tout le temps à nous. Ensuite, se demander quelle est la pire chose qui peut arriver. Vraiment, imaginez le pire. Et s'il n'y a pas mort d'homme, si personne n'est blessé et que si, surtout, c'est ça le baseline, la ligne qu'il ne faut pas dépasser. Si vous ne faites du tort à personne en essayant, essayez. Il n'y a absolument pas de problème par rapport à ça. Et maintenant aussi, il faut se donner l'autorisation de faire certaines choses. Parfois, on ne fait pas certaines choses parce qu'on ne s'en donne juste pas l'autorisation. On se dit non, je n'ai pas le droit, mais si vous regardez au fin fond d'entre vous, vous en avez le droit et vous n'allez faire du tort à personne. Mais si vous devez faire du tort à quelqu'un, il faut immédiatement arrêter. Ça, je reviens dessus. Si vous devez faire du tort aux gens, il faut arrêter. Mais si vous ne faites du tort à personne et que vous devez juste aller à l'encontre de certaines règles que vous ne savez pas qui les a établies, faites-vous plaisir, sortez de votre zone de confort. Parce que vous ne pourrez pas vous débarrasser de vos limitations en restant dans votre zone de confort. Il est absolument nécessaire de sortir de sa zone de confort et pour y arriver, il faut se donner l'autorisation de le faire et accepter aussi que ça va être difficile. Super. Rien de grand ne peut se faire dans le confort. Il faut accepter l'inconfort, il faut accepter que ce sera difficile et maintenant, essayez. C'est le mot-clé. Essayez. Vous ne perdez absolument rien à essayer. Et un exemple aussi que beaucoup de coachs donnent aux gens, si par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont timides, votre limite, c'est la timidité, on vous dit, aujourd'hui, vous faites les magasins. Vous allez dans des magasins de chaussures, vous allez dans des magasins de vêtements, vous essayez plein de choses et vous n'achetez pas. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils rentrent dans un magasin,
ils ont peur d'essayer des chaussures et de ne pas acheter. Et ils se retrouvent avec plein de choses dont ils n'ont pas besoin, par exemple. Et si quelqu'un est timide, il ne pourra pas. Et on lui dit, allez, maintenant, essayez, allez dans un magasin. Il faut faire quelque chose dont vous avez peur. La première chose, c'est d'identifier sa peur, mais après, maintenant, accepter de faire une chose dont vous avez peur. Si votre peur, c'est ne pas dire non, si vous n'arrivez pas à dire non, vous allez dans un magasin de chaussures, les poches vides, avec 0 franc. Comme ça, même si vous êtes tenté d'acheter, vous n'avez pas d'argent, pas de carte sur vous, rien du tout. Vous essayez le maximum de chaussures. Vous voyez des chaussures qui vous plaisent. Parfois, vous vous dites même, ah, si je pouvais les acheter, mais vous n'avez pas d'argent. Et donc là, à la fin, les vendeuses, elles ont énormément de techniques. Beaucoup de gens sous-estiment les vendeuses parce qu'on se dit, oui, parfois, elles n'ont pas fait des études poussées. Mais croyez-moi, il n'y a rien de plus redoutable qu'un vendeur qui veut vendre sa marchandise. Ils ont toutes les techniques possibles pour vous faire acheter. Et si Excellent. vous arrivez à dire non, alors là, vous aurez franchi une étape. Et le fait de franchir cette étape indique à votre cerveau de façon inconsciente que vous le pouvez et vous allez chercher des stratégies et des défis encore plus grands. Donc, un truc primordial, c'est de se donner un défi, de se préparer et d'aller faire cette chose. Si par exemple votre défi c'est courir un marathon, vous donnez un an, vous vous préparez et vous courez ce marathon. À la fin de ce marathon, vous avez indiqué à votre cerveau que vous pouvez le faire. Si vous pouvez faire un marathon, c'est que vous pourrez sûrement faire autre chose, c'est que vous pourrez sûrement perdre du poids, c'est que vous pouvez sûrement créer votre entreprise, c'est que vous pouvez sûrement aller au-delà de vos limites. Euh, Génial. ensuite, Oui. oui, Valérie. Ah, vas-y, tu avais quelque chose à compléter. Je voulais résumer ce que tu avais dit pour qu'on passe à un autre point, mais vas-y si tu Oui, as oui, quelque oui, je vais rapidement terminer dessus. Une autre technique qui n'est pas très conventionnelle, mais que je conseille à beaucoup de gens, aller au bord de la plage et hurler, crier. C'est-à-dire, lorsqu'on a parfois plein de chaînes mentales, on regroupe certaines frustrations au fin fond de soi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de maladies psychosomatiques qui sont dues au fait qu'on renferme des frustrations au fond de soi parce qu'on ne se donne pas la permission de faire certaines choses. Et parfois, aller à la plage ou dans un endroit isolé et crier et libérer tout ce qu'on a au fond de soi, ça peut sembler très trivial, mais ça permet beaucoup de se libérer de certaines frustrations. Et j'ai 2 points importants, ensuite on pourra passer à autre chose. Après le fait de se libérer, maintenant, il faut combattre les paroles et pensées limitantes que les autres essayent de mettre en vous. Lorsque quelqu'un vient vous dire, euh, ou bien lorsque vous-même vous essayez de mettre en vous, je vais parler du changement de vocabulaire. Si par exemple vous ratez quelque chose et que vous dites, ah non, je suis bête, tout de suite vous vous rendez compte que vous avez un discours négatif. Il faut le changer en disant, j'aurais pu être intelligent. L'une des bases de l'apprentissage des neurosciences, c'est que on nous apprend que le cerveau ne connaît pas la négation. C'est pour ça que vous avez beau interdire tout ce que vous voulez à vos enfants, ils vont le faire. Les enfants ne comprennent pas la négation parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Et donc, au lieu de dire à un enfant ne fais pas ci, il faut lui dire ce qu'il doit faire. C'est ça la différence. Sinon, lui, si vous lui dites ne faites pas des bêtises, lui, il a juste retenu le mot bêtise. Bon courage à vous. Mais par contre, il dit, il faut être sage. Il a retenu le mot sage, il sera sage. C'est la même chose pour vous-même dans votre discours intérieur. Lorsque vous dites, j'ai été bête, vous dites, non, je n'ai pas été intelligent sur ce coup. Il y a le mot intelligent et le cerveau va le retenir. Si par exemple, quelqu'un vient vous dire, tu n'y arriveras jamais, vous lui dites, euh, tu veux dire que ce ne sera pas facile pour moi. Et là, vous avez reformulé et vous n'avez pas accepté cette pollution mentale qu'il a essayé de vous mettre. Et sur ce dernier point, Gaius,
j'invite tout le monde à aller regarder le poème Our Greatest Fear, notre plus grande peur, de Marianne Wilkinson, où elle dit que en acceptant de briser nos chaînes mentales, en acceptant de se libérer, on libère les autres parce qu'on devient un exemple pour les autres. Et c'est sur ce point que je vais m'arrêter C'est pour qu'on passe au c'est prochain. excellent, c'est très bien dit, c'est super bien. Et justement, tu fais bien de parler de ce poème-là parce que ce poème, je l'ai trouvé tellement intéressant que je l'ai mis dans mon livre. Dans le livre Prendre sa vie en main. Ouais, dans le livre, quand ça vient en mer, automatiquement, notre peur la plus profonde, elle est là. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très, très parlant et j'invite tout le monde à comprendre la profondeur de ce texte-là et à l'adopter. Merci, merci Kamal pour tous les éléments que tu nous livres là. C'est très, très riche. Euh, c'est super, c'est juste formidable. C'est des éléments dans lesquels je me retrouve pleinement. Tu parles d'aller à la plage et de crier, que ça paraît trivial, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Moi, quand je propose des éléments aux gens, je leur demande par exemple de prendre un coussin et Mhm. de taper dedans, mais il faut vraiment trouver le moyen de libérer sa peur, de libérer sa frustration, de libérer sa rancœur, quelque chose qui vous tient. Il faut pouvoir exprimer cela. Les amis, vous l'avez compris, faites quelque chose qui vous fait peur. Le mot-clé, c'est essayer, essayer, essayer. Rien de grand ne se fait dans le confort. Signé Kamal Touré. Excellent. Avant de passer la parole aux questions qui commencent déjà par arriver, Mhm. ce serait bien quand même qu'on parle de lecture rapide très rapidement avec Mhm. notre super champion du monde. Hein, j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé le reportage YouTube, mais tu as massacré les Français, les Belges, les Allemands, les Chinois, les Turcs, etc. Tu es passé devant tout le monde là. Hein, félicitations encore, bravo, bravo. Très rapidement, Kamal, c'est quoi la lecture rapide? Alors, la lecture rapide, c'est un ensemble de techniques qui vous permettent de lire un livre ou un document assez volumineux, on va dire une centaine de pages en un temps très court, 1 heure ou 2, et de pouvoir restituer le contenu. Si vous ne restituez pas le contenu, vous n'avez pas lu. Donc, pouvoir se souvenir de ce que vous avez lu et être en mesure de le restituer. Donc, c'est ça la lecture rapide. Il y a des métriques pour savoir qu'on lit vite ou comment est-ce qu'on fait pour savoir que désormais je lis vite, je lis lentement, je lis moyennement. Comment ça se passe? Alors, pour savoir qu'on lit vite, je dis il y a deux principaux critères. C'est la durée de la lecture. Si vous avez lu un livre de 200 pages en 1 heure, vous lisez vite à condition que vous pouviez prouver que vous avez retenu ce que vous avez lu. Donc, la deuxième métrique, c'est le taux de compréhension. Alors, donc, au championnat du monde de lecture rapide, comment ça se passe? On vous donne un document à lire et une fois que vous avez fini de lire, vous levez la main et on note votre temps et ensuite, on vous donne un questionnaire auquel il faut répondre. Et maintenant, en combinant le temps de lecture et le nombre de bonnes réponses, on décide qui a lu plus vite que l'autre. Alors, si vous avez lu un peu plus longtemps que les autres, mais que vous avez trouvé toutes les bonnes réponses, alors qu'eux, ils ont lu très vite et qu'ils n'ont pas trouvé de bonnes réponses, vous serez le lecteur le plus rapide. Si vous avez lu plus vite, le mieux, c'est de lire vite et de retenir le plus. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Et comment est-ce qu'on arrive à ces performances-là? C'est un don, c'est un talent que tu as, c'est une compétence que tu as développée, c'est un mix des deux. C'est quoi le truc? C'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Et donc, ce que je disais, si je n'avais pas essayé, je n'aurais jamais su que j'avais peut-être ce don. Et si je ne l'avais pas travaillé, je n'en serais peut-être pas arrivé au championnat du monde. Alors, c'est un mix des deux. Il faut savoir que c'est très bien d'avoir un don. D'ailleurs, je suis à 100% pour la philosophie du livre qui s'appelle Maintenant, découvrez vos talents. Now discover your talents. Qui, euh, qui part du postulat qu'on a tous des dons et des talents, on a tous des choses qu'on peut faire mieux que les autres et qu'on gagnerait mieux à développer ces talents qu'à essayer de combler nos lacunes. Maintenant, il faut savoir que même si vous avez un talent, un don et que vous ne le travaillez pas, quelqu'un qui est peut-être moins doué ou moins talentueux que vous arrivera à vous dépasser très facilement par le travail. Donc, il faut vraiment un mix des deux. Absolument, Voilà. absolument. On dit clairement que le travail bat le talent là où le talent ne travaille pas.
Donc, oui. Exactement, exactement. Et on a plein d'exemples en fait dans la vie pour voir ça. Absolument. Allez, vas-y, parle-nous un peu de cette expérience. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se passe en Chine et Kamal Touré se retrouve sur le podium? Très rapidement, 2 minutes. Alors, rapidement, je vais dire, tout a commencé à Dakar, rapidement, où il y avait quelqu'un qui a organisé des championnats d'Afrique de lecture rapide. Il est venu, il a fait une formation, il a organisé les championnats. Et vu que moi, je m'y intéressais déjà, alors j'y ai participé et j'ai eu un bon score. Je n'étais pas sur le podium, mais j'ai eu un bon score. Et donc, ça m'a encouragé à développer mes compétences en lecture rapide. Et également, après, je me suis retrouvé au concours de circonstances en France pour le championnat de France, où j'ai également fait un bon score, mais sans être sur le podium. Et avec la curiosité, l'envie de découvrir la Chine et surtout parce que je savais qu'ils étaient à leur 11e compétition et que l'Afrique n'a jamais participé, je me suis dit, allez, je vais y aller juste pour représenter l'Afrique. Pas pour, je n'y allais pas forcément pour gagner, mais je vais y aller pour représenter l'Afrique et essayer de faire un bon score et, s'il le faut, motiver des gens plus doués ou plus talentueux que moi pour que ces personnes, les années prochaines, viennent gagner. Et par un concours de circonstances, alors je me suis retrouvé en Chine, je me suis préparé tant bien que mal, comme tout le monde. Et à ma grande surprise, je suis sorti champion du monde devant tout le monde. Et cette expérience fait partie des choses qui m'ont vraiment beaucoup marqué parce que me retrouver dans une salle où il y a environ 500, voire disons, 1000 personnes, je pense qu'en termes de candidats, on était 200 et quelques, mais il y avait maintenant les parents, les visiteurs, ou peut-être au grand maximum, il y avait 100 étrangers et que tout le reste, c'était les Chinois. Et donc, pour moi, un Africain, et le seul Africain d'ailleurs, parmi non, pas le seul Africain, il y avait le Maroc, mais disons, en tout cas, on était 2 ou 3 personnes de peau noire. Et pour moi, gagner devant tout ce monde est quelque chose de très gratifiant. Et j'espère avoir brisé une chaîne mentale en Chine. C'est la chaîne mentale selon laquelle les Africains ne sont bons qu'à danser, ils ne sont bons que dans le sport et que pour les compétences intellectuelles, ils ne sont pas présents. Et d'autant plus qu'il y avait énormément de jeunes lycéens, collégiens et même des enfants de l'école primaire chinois. Et donc, j'espère que ce passage pour eux de voir un Africain venir sur le podium les aura marqués et aura brisé cette chaîne mentale que les Chinois ont et que beaucoup de gens dans le monde ont, ces préjugés sur les Africains. Je termine rapidement en disant pourquoi je dis ça, parce que quand j'étais en Chine, j'étais presque une sensation. Pour moi, il y avait beaucoup d'Africains qui vont en Chine, mais malgré tout, les gens se retournaient sur mon passage, certains me demandaient de prendre des photos avec eux et tout, donc on n'est pas assez nombreux là-bas. Et donc, gagner devant tout ce monde, j'espère vraiment avoir brisé ces chaînes chez les petits Chinois qui étaient là. Et j'espère encourager des vocations également chez les Africains, qu'ils puissent se dire, c'est possible, si Kamal l'a fait, nous pouvons le faire. Parce qu'il faut savoir que Kamal n'est pas forcément exceptionnellement intelligent. Kamal, il a fait toute sa scolarité en Afrique, une moitié au Bénin, l'autre au Sénégal. Euh, Même si j'ai eu à sortir du continent parfois pour des petites formations, mais en gros, je suis un enfant de l'Afrique qui a grandi en Afrique et qui a tout appris en Afrique. Et j'ai des camarades de promo qui sont actuellement en train de suivre. Je n'étais pas major de ma promo, il faut le dire. Donc, je ne suis pas exceptionnellement intelligent ou je n'ai pas forcément plus, enfin, en tout cas, je ne me trouve pas exceptionnellement intelligent, un génie par rapport aux autres. Et mon parcours, je connais plein de gens plus intelligents que moi. Donc, si moi, je peux le faire, c'est que vous autres, vous pouvez le faire. Waouh, waouh. Merci, merci Kamal. Et c'est très modeste. Merci beaucoup pour cette humilité.
C'est très sympathique de partager avec nous ton expérience et toutes ces leçons que tu as apprises sur ton parcours. Je précise qu'avec Kamal, nous travaillons en ce moment à mettre en place une masterclass de lecture rapide qui va démarrer au mois de novembre. Donc, l'idée, c'est qu'il puisse partager avec les participants les outils, les méthodes qui vous aideront à pouvoir lire davantage, à lire mieux, à lire plus vite et à comprendre davantage. Et la lecture rapide, c'est aussi avec des techniques de mémorisation, c'est aussi pour lire des mails, etc. C'est bien ce que j'ai compris, c'est vraiment assez général. Oui, oui, c'est bien ça. C'est, comment dire, avoir les outils et les techniques qui permettent d'appréhender rapidement un document. Et même là, il y a beaucoup de chaînes mentales, en fait, hein. Dans la lecture rapide, il faut briser beaucoup de chaînes mentales parce qu'il y a parfois, on ne se donne pas le droit de faire certaines choses. Donc, lorsqu'on lit, de sauter certaines choses et on se rend compte que il faut se débarrasser de certaines de ces chaînes mentales-là pour pouvoir faire de la lecture rapide. Très bien, très bien. Donc, nous allons bientôt vous revenir. Je vous enverrai toutes les informations dès qu'elles seront disponibles. À partir du mois de novembre, nous allons démarrer une classe avec les premiers participants. Nous travaillons à finaliser cela. Et Kamal sera très heureux. Il a déjà accepté le principe de partager ses connaissances et d'enrichir, de former d'autres personnes pour qu'on ait de plus en plus de champions d'Afrique, de champions du monde, de plus en plus de personnes qui lisent, qui se documentent, qui mémorisent très rapidement et qui brisent davantage les chaînes mentales. Kamal, tu es champion de lecture rapide. Cette fois-ci, j'espère que tu seras champion de questions rapides. Parce que nous avons plusieurs questions et nous n'avons plus assez de temps. Donc, j'ai besoin que tu me répondes en 30 secondes, en 45 secondes par question. Est-ce que c'est possible? C'est possible en fonction de mes connaissances. D'accord, très bien. On y va alors. Je choisis les questions comme ça, au hasard. Quelle solution pour l'école avec programme scolaire inadapté à notre époque? Voilà la source des premières chaînes mentales selon moi. Jean-Charles Mendy. Il a absolument raison. Il a absolument raison. Et je salue Jean-Charles qui est un très bon ami et qui lui aussi concourt à briser les chaînes mentales dans son domaine. Il a absolument raison. On connaît des élèves qui ont été détruits par des professeurs. On connaît des gens qui ont abandonné l'école parce que un professeur leur a dit, tu es nul, tu es un bon à rien et tu n'y arriveras pas. Comme on connaît des gens qui ont été je vais dire, très médiocre pendant toute leur scolarité, jusqu'à ce qu'ils tombent sur un professeur qui découvre leur potentiel, qui leur fait croire en eux-mêmes, et ces gens deviennent tout de suite des génies. J'ai deux exemples. C'est Albert Einstein qui, à un moment, jusqu'à l'âge de 6 ou 10 ans, il avait un retard d'apprentissage et il est devenu le scientifique qu'on connaît. Et aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui fait énormément dans tout ce qui est apprentissage comment dire, neuroscientifique qui s'appelle Jim Quick et qui coach des dirigeants à travers le monde. Et il avait jusqu'à 6 ans, il ne savait pas lire, on le désignait comme un enfant attardé et tout, et qui est également arrivé à briser ses chaînes. Et souvent, ça se fait via la rencontre d'un enseignant qui croit en vous et qui vous permet de vous surpasser. Par rapport à l'école, l'école est obligatoire et donc on est obligé d'y mettre nos enfants, mais en même temps, il faut que nous, parents, fassions un travail derrière en apprenant à l'enfant à ne pas se suffire de ce qu'on lui a donné à l'école et à aller lui-même chercher, aller lui-même trouver des réponses. Aujourd'hui, nous avons ce que nos parents n'avaient pas, c'est l'Internet. Encourager les enfants à faire des recherches. Il ne faut pas que l'Internet soit juste un outil pour la musique et pour les réseaux sociaux, mais encourager les enfants à faire des recherches, à se dépasser eux-mêmes et jouer notre rôle de parents, c'est-à-dire faire la contrebalance positive de tout ce qu'on peut leur dire de négatif dehors. Excellent. Excellent, très bien. Merci Kamal. J'imagine que la personne a trouvé réponse. Il y a un des participants qui souhaite savoir comment acquérir le livre Prendre sa vie en main. Vous l'avez sur Amazon, partout où vous êtes dans le monde. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, dans les différentes capitales, il est présent. Je vous ai mis le lien. Vous pouvez cliquer dessus et le commander. C'est quel poème, Awassa? Le poème, c'est Our Deepest Fear, notre peur la plus profonde, de Marianne Williamson. Donc, vous pouvez le trouver sur Internet, il est assez connu. Et puis, il a été repris d'ailleurs par Nelson Mandela aussi au cours de ses discours. Et je l'ai remis dans mon livre. Peut-on dire que les chaînes mentales permettent, peut-on dire que briser les chaînes mentales permet de se débarrasser des idées préétablies et rendre possible ce qui semble impossible? Oui, absolument. En fait, c'est ça l'idée de briser les chaînes mentales. L'exemple le plus patent, c'est lorsqu'on vous dit tu n'y arriveras pas.
et que vous y arrivez devant tout le monde. Et c'est la meilleure réponse que vous pouvez donner à tu n'y arriveras pas. Et il faut absolument savoir également que les gens qui essayent de vous arrêter, ils ne font que vous transmettre leur propre peur. Ils ne le font pas parce que, et parfois de façon très, très, comment dire, sincère, ils ont vraiment peur pour vous et ils se disent que parce que eux, ils n'y arrivent pas, vous, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut avoir ce self-défense mentale, comme je dis. Lorsque quelqu'un vous dit tu n'y arriveras pas, il faut lui répondre ce ne sera certainement pas facile, mais je vais essayer. Très bien. Excellent. Excellent. Est-ce que tu pourrais repréciser l'auteur du livre Maintenant découvrez vos talents? Il y a Gladys qui est intéressée. Il faut, je l'ai plus sur le bout de la langue, mais Tu peux regarder, je vais dire. si, je peux googler en 2 secondes. En anglais, c'est Now Discover Your Strength. Ok, Euh, très bien. si je google en 2 secondes, je peux. D'accord, dès que tu l'as, tu me diras. Pendant ce temps, Exactement. je te partage deux questions qui se ressemblent là. Il y a Selom qui demande quel conseil pour quelqu'un qui lit, hein? Il y a des gens qui sont très pressés, hein. Quelqu'un qui lit mais qui a du mal à retenir longtemps le contenu. Et il y a Gildas aussi, hein, Gildas Kibri que tu connais, qui Oui. demande une recommandation de technique pour retenir les lectures. Donc les deux se rejoignent. D'accord. La lecture, pour retenir la lecture, ce qu'on lit, c'est qu'il faut être concentré. Il y a 2 choses. Il faut être concentré et nous apprenons des techniques de concentration justement dans la lecture rapide. Il faut être concentré d'une part et également la lecture est une activité active et non une activité passive. Très souvent, nous considérons la lecture comme une activité passive où on se met dans un bon canapé, dans un hamac avec un bon livre et tout. Ça finit toujours par des ronflements. Euh, la lecture est une activité active où vous devez avoir un stylo, vous devez suivre, vous devez surligner des choses intéressantes, prendre des notes. Et c'est le meilleur moyen de retenir ce que vous lisez, c'est en faisant une activité active où vous prenez des notes, vous résumez et tout. Voilà. Très bien, excellent. Cela rejoint, j'imagine, la question de Audrey qui demandait comment arrive-t-on à jumeler lecture rapide et mémorisation. Donc, c'est toujours cette capacité de concentrer. Oui, oui, et il y a cet exemple qu'on donne souvent. Lorsque vous roulez dans une agglomération à moins de 50 à l'heure, comme le veut le code de la route, parfois, vous roulez tranquillement, une main sur le volant, vous écoutez de la musique, vous discutez avec quelqu'un et tout, parce que vous n'allez pas vite et vous avez le sentiment que vous êtes dans le contrôle. Mais lorsque vous êtes sur l'autoroute et que vous roulez à 120, 150, 100, 180, là, vous ne faites plus ça. Vous avez les 2 mains sur le volant, vous êtes complètement concentré et pour réagir à la au moindre détail. La lecture rapide, c'est comme ça. Plus vous allez vite, plus vous êtes concentré et donc plus vous retenez. Excellent, merci, merci, merci mon cher Kamel. Nous avons certes besoin d'avoir quelqu'un qui croit en nous pour briser certaines chaînes mentales, mais je pense qu'il faut plus croire en soi-même pour pouvoir briser plus de chaînes. C'est vrai que tu n'as pas, tu n'as pas évoqué cela. Est-ce que la confiance en soi a un rôle à jouer? Elle est primordiale, elle est fondamentale. En fait, j'avoue que je n'ai pas beaucoup développé. C'est ce que j'appelle se donner l'autorisation. Si vous ne croyez pas en vous-même, personne d'autre ne croira en vous. Quand le fait de trouver des gens qui croient en vous sans que vous ne croyez en vous-même, c'est un cadeau du ciel. C'est des choses qui ne sont pas communes et qui sont assez rares. Que quelqu'un puisse voir en vous et croire en vous. Parfois, il y a des gens, vous avez même l'impression que c'est des anges gardiens qui croient tellement en vous alors que vous-même, vous ne croyez pas. Ces gens-là, il faut vraiment rester à leur côté et faire tout, continuer de les fréquenter parce qu'ils vont vous pousser vers le haut. Mais il faut vous-même croire en vous et c'est là la première étape. Il faut se dire, je n'ai pas envie d'être la personne que les autres ont définie, mais d'être la personne que j'ai moi-même définie. Et donc, c'est comme ça qu'on commence par croire en soi-même. Excellent. Madame Diop-Samb, deux questions. S'agissant des femmes, quels sont les liens entre les chaînes mentales et les pesanteurs sociales? Très intéressant. Elles Et sont ensuite, elle voudrait que tu reviennes un peu sur l'exemple des bonnes chaînes mentales. d'accord. Alors, l'exemple pour les femmes, je pense que les femmes sont celles qui subissent le plus les chaînes mentales parce que c'est elles qui portent la vie et donc la société, toutes les sociétés essayent dès leur plus jeune âge de leur transmettre parfois des valeurs et parfois des manipulations pour
pour mieux les contrôler. Donc, les pesanteurs sociales sont très, très importantes et constituent des normes, chaînes mentales auxquelles les femmes doivent faire face. Maintenant, également, ça va me ramener à sa deuxième question, quelles sont les bonnes chaînes mentales? C'est à vous de définir vos valeurs. C'est à vous de définir vos valeurs et de savoir ce que vous voulez dans la vie. Si, par exemple, pour vous, être une épouse au foyer, c'est quelque chose d'absolument positif, à vous de le définir et ne laissez personne vous dire que c'est quelque chose de négatif. On remarque par exemple qu'en Europe, il y a de plus en plus de mouvements qui se créent et qui font la promotion du retour des femmes au foyer pour s'occuper des enfants et tout. Si par contre pour vous, vous êtes une femme, vous voulez avoir une carrière et vous pensez que ce n'est pas aussi primordial et que vous pouvez allier les deux, également c'est à vous de les définir. Ces pesanteurs sociales-là, vous devez les ajuster à votre échelle de valeur et par rapport maintenant à votre échelle de valeur, vous décidez de ce qui est bon pour vous. Et justement, c'est là où vous allez garder les bonnes chaînes mentales. Comme je dis, si je reviens aux bonnes chaînes mentales, ne pas faire du tort à autrui. On dit se libérer de cette chaîne mentale, c'est se donner l'autorisation de faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire ou qu'on ne voulait pas faire. Mais ça ne doit jamais être l'autorisation, se donner l'autorisation de faire du négatif, de faire du tort aux autres, de mentir, de tricher, de faire quelque chose de négatif. C'est ça les bonnes chaînes mentales. Ces chaînes mentales, n'essayez même pas de les combattre. Si vous vous rendez compte que vous êtes quelqu'un qui ne sait absolument pas mentir, s'il vous plaît, n'allez pas apprendre à mentir. Si vous êtes quelqu'un qui, de par l'éducation rigoureuse que ses parents lui ont donnée, ne sait pas tricher, ne sait pas voler, n'essayez pas d'apprendre cela. C'est ça les bonnes chaînes mentales. Et il en faut. Parce que nous sommes dans une société et, comme on dit, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il faut absolument, on ne peut pas vivre sans limite et sans règles. Donc, il faut absolument qu'il y ait des règles, mais il ne faut pas que ces règles vous empêchent vous-même d'aller de l'avant tant que vous ne faites pas du tort aux autres. Excellent, excellent, excellent. On va prendre encore 5-10 minutes rapidement pour conclure parce que les questions, il pleut des questions, hein, comme je dis souvent. Il y a des questions qui rejoignent un peu l'âge. C'est bien que tu en parles parce que tu n'as pas fait mention de cela pendant ton intervention. Il y a Richard qui demande à partir de quel âge peut-on se libérer des chaînes qui nous ont été imposées en fait depuis l'ascendance, c'est-à-dire ces chaînes qu'on a reçues là. À partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer par y travailler? À partir de tout âge, on peut même apprendre à nos enfants à faire du self-defense chaîne mentale, comme je l'ai dit, leur dire que lorsque quelqu'un vous dit, si votre prof vous dit tu n'y arriveras pas, il ne faut pas le croire. Si ton prof te dit que tu es nul, il faut lui prouver le contraire. Il faut travailler plus pour lui prouver le contraire et il ne faut absolument pas le croire. Donc, à tout âge, on peut briser certaines chaînes mentales. Maintenant, lorsqu'on est enfant, on n'a pas la maturité pour le faire. Donc, on doit avoir un adulte pour nous accompagner. Maintenant, et même lorsqu'on est adulte aussi, il y a quelqu'un qui doit nous le dire. Sinon, on ne s'en rend pas compte parce que pour nous, c'est une vérité. On ne se lève pas du jour au lendemain en se disant que non, cette vérité n'existe plus. Non, c'est une vérité pour nous. On en est absolument conscient. Donc, il faut que quelqu'un nous dise, attention, ce que tu prends pour vérité, ce n'est peut-être pas une vérité. Est-ce que tu as essayé autre chose? Est-ce que tu as tenté et tout? Et là, on tente, on se dit, mais finalement, c'est pas une vérité. Il y a un exemple très, très patent qui a même été fait par des psychologues. C'est l'exemple des singes et des bananes. Ça va prendre 30 secondes. On fait rentrer un singe, il y a un lot de bananes. C'est un exemple réel qui a été fait par des psychologues américains. On fait rentrer un singe dans une chambre, il y a un lot de bananes au plafond, et lorsque le singe essaie d'attraper la banane, ça déclenche une douche froide. Et donc le singe, à chaque fois qu'il essaye, il prend une douche froide. On fait rentrer un deuxième singe, et lorsque le deuxième singe voit la banane, et lorsque le deuxième singe essaye d'attraper la banane, lui aussi, il a une douche froide. Donc, tous les deux singes comprennent qu'ils n'ont pas, ils doivent pas essayer de prendre la banane. On fait rentrer un troisième singe, et lorsque il essaye de prendre la banane,
comment dire, les deux singes l'en empêchent. Les deux singes l'en empêchent, donc il n'arrive même pas à déclencher le mécanisme qui lui fait la douche froide. Maintenant, on fait sortir les deux premiers singes qui ont connu la douche froide, on fait rentrer un quatrième singe. Et c'est là que ça devient intéressant. Et lorsque ce singe essaye d'attraper la banane, le troisième singe qui n'a pas connu la douche froide, mais que les deux autres singes ont empêché en le rouant de coups de prendre la banane, va empêcher le quatrième singe de prendre la banane. Parce que c'est comme ça, c'est une règle établie. Maintenant, on arrête le système, on fait rentrer un cinquième singe, on fait sortir les deux autres. Lui, il n'a pas connu les coups ni la douche froide, il va simplement se servir de la banane. Il n'y a pas de douche froide et c'est comme ça qu'on change le système. Donc, parfois, on fait les choses parce qu'on a vu les autres les faire, mais on ne sait pas pourquoi les autres les ont fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est puissant, comme le dit un des participants. Allez, mettez dans les commentaires vos avis, vos impressions par rapport à ce webinaire. Merci d'avoir été là. Je vais profiter de quelques petites minutes pour adresser encore quelques questions. Un conseil, une astuce pour encourager nos jeunes et nos enfants à la lecture. Oui, déjà, il faut mettre des livres partout dans la maison et éteindre la télé. Je vais vous dire, moi, parfois, ce que je fais. Je débranche le décodeur, je l'enferme dans ma chambre et je vais au boulot. Et je laisse des livres. Ils vont tourner en rond, ils vont tourner en rond. Ils n'auront rien d'autre à faire, ils vont prendre un livre. Ça, c'est bon. C'est un peu radical. C'est un peu radical comme technique. Mais là, finalement, ils prennent le livre. Mais l'autre chose, c'est la règle fondamentale, c'est que l'apprentissage doit se faire dans le plaisir. Donc, il faut lire avec eux, il faut leur trouver des livres qui racontent des histoires, il faut peut-être créer le suspense, lire la moitié du livre avec eux, et maintenant les laisser sur leur faim. Ils vont essayer eux-mêmes d'aller prendre le livre et de le continuer. Très bien. Et ainsi, ils vont comprendre que dans les livres, on trouve des histoires, on trouve de la sagesse, on trouve beaucoup de choses. Le principal frein à la lecture, c'est les écrans, les télés, les téléphones, les réseaux sociaux. C'est ça le principal frein à la lecture. Et pour ajouter, peut-être qu'il faudrait aussi que les enfants voient de temps en temps papa ou maman lire. Exactement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut lire avec eux en fait. C'est ça. Il faut lire avec eux et il faut également voilà, lire soi-même. OK. Yannick qui demande lorsqu'on mettra en place la masterclass, est-ce qu'il y aura un âge minimum pour y participer? Ça, c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Il faut que, il n'y a pas d'âge minimum, mais il faut que la personne soit, comment dire, l'enfant puisse lire couramment. Nous, lorsque j'étais au championnat du monde, dans l'équipe de France, il y avait une petite fille de 9 ans qui est d'ailleurs arrivée en troisième position, mais pour le mind mapping. Donc, mais elle faisait également de la lecture rapide. Et l'une des choses qui est bien avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas encore le cerveau embrouillé de toutes les règles et pesanteurs que nous avons. Ils n'ont pas Donc, encore connu les autres singes. exactement, ils n'ont pas encore connu les autres singes, voilà. Donc, vous leur apprenez ça, ils vont aller très vite. Très bien, intéressant. Merci, merci beaucoup, Kamal. Écoute, j'ai googlé rapidement, j'ai trouvé l'auteur. Découvrez vos points forts, c'est ça? Marcus Buckingham. Marcus Buckingham et Donald Clifton. C'est Exactement. voilà, c'est une publication de Gallup, qui est l'un des plus grands instituts de sondage Voilà. aux États-Unis et au monde. Et voilà, c'est un très bon livre. Donc, je le mets dans le chat, là, je le mets dans la conversation et ceux qui sont intéressés pourront se procurer l'ouvrage. Merci, merci à tous. Il y a James qui nous a partagé une contribution en recherchant sur Google meilleur joueur de dames de tous les temps. On tombe sur Babassi, oui, ayant décroché le titre de champion de France à Châtellerault en 1959. D'accord, capable de disputer 150 parties en même temps. Oui, j'ai également vu la vidéo. Effectivement, cela permet de nous rendre compte que tout est possible et cela contribue à briser les chaînes. Gaius, j'aimerais, avant qu'on ne conclue, Vas-y, dire vas-y. justement un point justement par rapport à Babassi et tout ça. Par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas eu cette reconnaissance internationale comme il le faudrait. Et on doit reconnaître que nous sommes dans un système mondial où on n'a pas forcément la possibilité de mettre en avant les prouesses des Africains et aussi
il faut le dire, la colonisation nous a inculqué comme quoi que l'Africain était inférieur aux autres races et qu'il fallait toujours suivre derrière. S'il y a une seule chaîne mentale que nous devons briser, c'est celle-là. Nous ne sommes pas inférieurs aux autres. La couleur de notre peau ne définit en rien notre niveau d'intelligence et nous sommes capables de faire tout ce que les autres sont capables. Et d'ailleurs, tu vois, il y a Babassi, il y a plein d'autres personnes. Il y a énormément de personnes qui brillent, mais qui sont dans l'anonymat. Et moi, je suis sûr que lorsque les Africains se donneront la permission d'aller compétir au même niveau que les autres, on ne fera plus la différence. On ne fera absolument plus la différence entre nous et les autres. Et nos enfants comprendront qu'il n'y a vraiment pas de différence et que le monde leur tend les bras, en fait. Wow, lorsque les Africains se donneront la permission d'aller compétir au même niveau que les autres et de s'offrir la place qui est la leur, nos enfants comprendront que tout est possible et qu'on peut aller à de très, très grands résultats. Merci à toi, Kamal, pour ce moment de partage. Merci à tous les participants. Je le redis, nous allons vous revenir pour la masterclass dès qu'elle sera finalisée. Hein, préparez-vous parce que nous ne pourrons pas prendre tout le monde. C'est des exercices très pratiques, ça va être très vivant. Je suis en discussion avec Kamal et c'est déjà super intéressant. Et nous allons vous revenir pour les éléments. Merci Kamal. Est-ce que tu aurais un mot de fin ou est-ce que tu veux d'abord que je te lise les appréciations des participants? Bon, je les vois aussi, hein. Je vois Bon, je vois les appréciations dans le chat. là, Et tu as dit ça. oui, j'en suis étonné, j'en suis étonné et humble. Mais je suis surtout content de voir, de reconnaître beaucoup de noms je vois des amis, des camarades de promo, des grands frères, et je suis content de voir aussi toute l'Afrique qui est là. Et comme je le dis, mon mot de la fin, je le répète, c'est pas de la fausse humilité. Je ne suis pas un génie particulier. Je le dis encore, je suis un Africain qui a grandi en Afrique et qui a tout fait en Afrique. Je parle 3 langues couramment, au moins 3 langues africaines. Je m'identifie partout à Et l'Afrique. quelles sont les langues que tu parles? Alors, je parle le Dendi, qui est ma langue maternelle, la langue de ma mère, qui est une langue du nord du Bénin. Je parle le Fon, qui est une langue du sud du Bénin. Je parle le Wolof, qui est ma deuxième langue et que je Ok, parle tous allez. les Donc, tu vas dire 2 phrases en Wolof et 2 phrases en Dendi. Pour ceux qui nous écoutent, ceux qui comprennent. Alors, ben, déjà, il faudrait que j'identifie ce que je vais dire. Donc, je vais remercier tout le monde en Dendi. Je vais dire à tout le monde au Nagbe, Wayoka, bon connecté, car participer au webinaire au no Nagbe. Et en Wolof, ce serait Mangi Gurum Nyep ñu connecté, Nyep ñu teew sunu jotaay bi, di leen gërëm bu baax a baax a baax. Di ñaan Wow. yàlla mu am njëriñ ci ñun. Excellent, excellent, excellent. Vas-y, poursuis ton mot de fin. Bravo. Alors, voilà. Donc, non, mon mot de fin, il est là. Je suis un Africain comme tout autre, un Kidam, je dirais, comme tout autre. Et je n'ai rien eu d'exceptionnel qui me permet aujourd'hui de prétendre à ce type de champion du monde, juste que de la curiosité. Et donc, je suis convaincu que toute personne qui est un peu curieuse et qui décide de travailler peut arriver à ses objectifs. Voilà, c'est principalement mon mot de la fin. Merci à toi, mon cher Kamal. Je suis très reconnaissant de t'avoir eu, très reconnaissant de ton parcours et de ton humilité. Merci pour la personne que tu es. Merci pour ton partage. Merci pour les participants, pour cette heure que nous avons passée ensemble. Le replay sera disponible. Nous vous enverrons le lien de YouTube. Vous pourrez le faire suivre à tout le monde, à tout le monde. Il faut que tous les jeunes africains, il faut que nous puissions grandir ensemble, avancer ensemble, évoluer ensemble parce que l'Afrique doit reprendre sa place. Mama Africa doit évoluer, Mama Africa doit avancer. J'ai été heureux de vous avoir. Kamal, merci encore. Et on dit aux amis à très vite pour la masterclass. Alors, oui, à très vite pour la masterclass. On va le dire, ñu ngi leen xaar yéen ñëpp ngeen ñëw teew masterclass bi. Et pour finir en Ndending,
Waka connecté masterclass bi. Ikulu magbete kahin kape mwajine. Voilà. Ok, il y a quelqu'un qui propose le slogan Yes We Can. Donc, on va prendre ce slogan-là et puis on va rajouter le deuxième. Donc, on va dire Yes We Can et Make Africa Great Again. C'est bon, ça te va? Oui, pourquoi pas. Maintenant, oui, bah, pourquoi pas. C'est des slogans qu'on peut adapter. Maintenant, moi, par contre, le défi que je leur donne, c'est de créer nous-mêmes notre slogan. Excellent, excellent. Bien vu, bien vu. Allez, merci les amis. À très bientôt. C'était un véritable plaisir. Dieu vous garde. Portez-vous bien. On reste ensemble. Vous connaissez nos canaux de communication. Vous savez où nous joindre. La page Facebook, la page YouTube, les coordonnées. Kamal, peut-être, comment te contacter? Tu es disponible aussi, hein? Oui, oui, je suis déjà, on peut me contacter via toi, Gaius, qui a mes coordonnées. Mais sinon, j'ai une page, je suis plus présent sur le réseau LinkedIn. LinkedIn. Oui, oui, vous pouvez chercher Kamal Touré sur LinkedIn. Kamal Touré, LinkedIn, vous verrez le Voilà, champion du vous monde verrez. de lecture rapide. Exactement. Voilà. Allez, merci les amis. Dieu vous garde. Portez-vous bien. À très vite. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au À revoir. bientôt.